Je passe la parole maintenant à André Fertier, qui, je le rappelle, est président du Centre national de ressources pour l'accessibilité des loisirs et de la culture. Tout d'abord, je voudrais juste brièvement rappeler que, comme les anthropologues l'ont bien compris, l'être humain ne peut pas être défini uniquement par des données biologiques et qu'il se caractérise par sa dimension culturelle et que donc ne pas donner l'accès à la culture à certains citoyens, c'est ne pas les considérer comme faisant partie de l'espèce humaine. Alors avec la loi handicap de 2005, égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, nous avons connu là de belles avancées au niveau législatif, puisque je ferai surtout référence à 2 décrets. Le décret concernant la prestation de compensation du handicap, qui a donc permis la reconnaissance de l'accès à la culture comme un besoin essentiel à l'existence et ouvrant droit à compensation, et également le décret de 2006 concernant l'accessibilité des prestations des établissements recevant le public, qui exige que celles-ci soient accessibles comme pour les personnes valides, ou à défaut qu'elles puissent présenter une égale qualité d'usage. Alors en termes de bilan, puisque nous en effet nous fêtons aujourd'hui ces 10 ans de la promulgation de cette loi, je dirais que à la fois il y a un constat en effet, comme on vient de l'entendre, d'exemples de bonnes pratiques, de développement de savoir-faire, mais qui sont quand même très clairsemés, de dispositifs de portée nationale. Je pense à la Commission nationale culture handicap qui a été créée en 2001 avec l'appui particulièrement fort de Pôle Ressources, tout particulièrement ECREA France, dont je salue aujourd'hui la présence de sa vice-présidente avec nous, Muriel Homo, et donc des dispositifs de portée nationale, mais dont on peut mesurer aujourd'hui les limites. Et donc je voudrais surtout évoquer que les différentes études et rapports qui ont été faits sur ce sujet montrent que très massivement, des millions de citoyens en situation de handicap, enfants, adultes, personnes âgées en perte d'autonomie, sont victimes aujourd'hui de très grandes discriminations, d'exclusion, voire dans certains cas d'apartheid, de ghetto, et j'y reviendrai. Alors pourquoi ? Quels sont ces phénomènes, ces processus de discrimination qui, en effet, on assiste à un véritable schème de processus de discrimination qui, finalement, crée comme un mur face aux volontés pour avancer dans l'inclusion. Alors, très brièvement, je voudrais souligner ces processus qui, à mon avis, doivent nous interroger, et tout particulièrement le législateur, en termes de cadre éthique et légal. Déjà, au niveau des politiques publiques de la culture et de l'éducation populaire, on constate des usages qui se sont développés. On a des élus, par exemple, qui, dans des déclarations orales mais aussi écrites, considèrent qu'il n'est pas possible que les budgets publics pour les politiques culturelles soient mobilisés pour des actions culturelles et artistiques au sein d'institutions sanitaires et médico-sociales. Cette posture interroge quant à l'application du principe constitutionnel d'égal accès aux services publics, de garantie de sa continuité et de son adaptabilité. Et elle frappe violemment les personnes les plus lourdement handicapées qui, dans ces institutions, dans certains cas, ne peuvent que très rarement sortir, voire jamais sortir. Et bien sûr, on trouve ça et là des collectivités territoriales qui développent néanmoins ce qu'on appelle du portage culturel à domicile, avec l'appui d'ailleurs de volontaires civiques, où la Poste a lancé maintenant un service de portage culturel à domicile qui s'appelle Portéo Médiathèque, qui passe des contrats avec des collectivités, avec des CCAS, mais cela pose aujourd'hui pour le législateur et pour les citoyens la question de l'égalité de traitement sur le territoire, parce que selon que vous êtes handicapé, isolé dans une institution, habitant à tel endroit, vous aurez du portage de livres, de CD à votre domicile, selon que vous habitez une autre ville, vous ne l'aurez pas. Enfin, on voit au niveau des politiques culturelles des services publics de la culture, comme des conservatoires, c'est presque une mode, je dirais, qui se développe, d'ateliers que j'appelle ateliers ghetto, c'est-à-dire qui regroupent des personnes handicapées entre elles pour des prestations qui ne sont pas de l'enseignement, qui sont des activités occupationnelles, et avec des intervenants qui sont des intervenants moins formés, moins diplômés que ceux qui sont proposés aux élèves valides. Donc là, on peut s'interroger sur le principe de l'égale qualité d'usage. Enfin, du côté des publics sanitaires et médico-social, on assiste à un concept généralisé, adopté, accepté,
le principe de substitution des professionnels de la culture et des loisirs par des professionnels du soin. C'est-à-dire que finalement, pour avoir un cours de chant, un cours de danse, un cours de musique, dans des institutions, vous n'aurez pas de cours d'ailleurs, vous n'aurez des ateliers. Et vous aurez des ateliers de chant, de musique, de danse, mais qui sont portés par des agents hospitaliers, des aides-soignants qui n'ont eu, a priori en général, peu de formation, voire pas de formation sur les pratiques culturelles. Et ces activités seront en général habillées aussi sous des étiquettes de ateliers psychosociothérapeutiques, etc. Donc là, parce qu'on assiste aussi à une grande confusion dans l'univers sanitaire médico-social et au niveau des plus hautes autorités entre projet de soins et projet de vie, avec l'écrasement de la notion de projet de vie par une domination du projet de soins, et on voit les personnes donc réduites à leur handicap ou à leur maladie au détriment du respect de leur citoyenneté et de leurs droits culturels. En conclusion, je dirais que face à cette situation qui crée une situation de blocage pour avancer, je sollicite, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je sollicite une résolution portant création d'une mission d'information pour avoir des clarifications sur ces postures et aussi des approfondissements. Et je sollicite aussi la promotion, je dirais, d'un plan d'action qui pourrait porter sur 5 points. Premièrement, il me semble que face à ce, parfois on a le sentiment d'un chaos dans ces univers-là, la nécessité d'élaborer, premier point, un code de l'action culturelle et de l'éducation populaire. Car nous disposons par exemple d'un code du cinéma et de l'image animée, un code du tourisme, mais nous n'avons pas en France de code de l'action culturelle et de l'éducation populaire. Je pense que par-delà les débats sur les clauses de compétences des collectivités concernant la culture, un code de l'action culturelle et de l'éducation populaire serait utile. Deuxième point, dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, je souhaiterais voir lancer les travaux sur la question d'introduire au niveau des territoires de projet, de bassin de vie, la notion de conseil territorial de la culture, comme c'est d'ailleurs normalement déjà indiqué dans le schéma de services collectifs culturels 2010-2020, et la notion de contrat territorial d'accessibilité culturelle, un cadre qui permettra un cadre de conventionnement pérenne entre les institutions sanitaires médico-sociales et les services publics de la culture, avec dans la boîte à outils d'ailleurs, Madame la Présidente, vous avez évoqué les mesures du CIH de septembre 2013, présidé par Jean-Marc Ayrault. Parmi ces mesures, il y a l'élaboration de référentiels d'accessibilité des services publics de la culture. Nous les attendons, nous sommes prêts à contribuer à leur création. Et ce sera un des outils de ce contrat territorial d'accessibilité culturelle. Troisième point, pour lutter contre la fracture numérique, qui s'accroît dangereusement, nombreux sont à souhaiter que l'accès au numérique soit reconnu comme un bien de première nécessité, comme l'eau, comme l'électricité. Quatrième point, en s'appuyant sur le plan métier qui est présent dans la loi de 2005, lancer les travaux pour travailler sur la reconnaissance et les statuts des référents handicap dans les structures culturelles publiques et sur les référents culture dans le domaine du sanitaire et médico-social, travailler sur la question des référentiels de formation de formateurs, sur le soutien à apporter, le cadrage à apporter aux pôles ressources en activité culturelle et artistique qui développent des savoir-faire indispensables. Donc voilà un certain nombre de points, et avec la question d'ailleurs, puisque c'est le plan métier, de l'accès au métier des arts et de la culture pour les personnes en situation de handicap et d'une manière générale au métier de l'accessibilité. Dernier point, introduire les droits culturels dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté pour les collégiens, pour les lycéens, et donc introduire cette notion des droits culturels des personnes handicapées me semblerait une bonne chose aussi. Et en conclusion, je soulignerai que les discriminations ne frappent pas que les millions de personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie, mais aussi des millions de Français en grande précarité, comme l'attestent les rapports d'ATD Quart Monde, les personnes incarcérées, comme l'atteste le rapport du contrôleur général des prisons lui-même concernant l'accès aux livres et à la lecture, et que donc il est temps, je pense, de regarder en face l'échec des politiques culturelles et d'éducation populaire, l'échec de ce que l'on appelle aussi les politiques des publics spécifiques qui ont créé en France 2 catégories de citoyens, ceux qui accèdent à la culture dans le cadre du droit commun et ceux qui doivent attendre le bénévolat et aussi des appels à projets.
Et donc, en conséquence, nous avons lancé un appel au Premier ministre qui s'appelle « Politique culturelle, apartheid ou vivre ensemble ». Et nous avons décidé de saisir un certain nombre d'instances, dont le Défenseur des droits, le Conseil national consultatif d'éthique, votre commission et la commission de l'Assemblée nationale. Je crois que nous ne sommes pas face à un choix politique. Nous sommes face à un choix de société, à un devoir de conscience, savoir si nous voulons faire société et faire humanité. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Fertier.